Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Le débriefing F1, c'est sur motorstv.com et sur la chaîne YouTube de Motors TV FR. Saviez-vous que lors de ses 10 dernières pole positions, Nico Rosberg n'avait réussi à les transformer avec une victoire qu'à 2 reprises? Bon, ben voilà, ça va déjà mieux. Il y est arrivé hier à l'occasion du Grand Prix du Mexique. Et on va en parler bien évidemment avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Voilà, une semaine après le titre de Lewis Hamilton, cette victoire donc, elle est pour Nico Rosberg. Et tu devines peut-être déjà à mon ton que j'aurai une question à te poser à ce sujet. Oui. Mais je voudrais quand même commencer par célébrer ce retour du Mexique dans le calendrier de la Formule 1 avec cette ambiance géniale, je le dis, ce cadre assez unique au monde. Qu'en as-tu pensé ? Que du bien, naturellement, que du bien, parce que ça fait du bien de trouver un pays où la passion du sport automobile et la passion de la Formule 1 est aussi vive. 23 ans après le départ de la Formule 1, le souvenir, et tout le monde l'a évoqué, là aussi, à la fois on est tourné vers l'avenir, mais on cultive le passé. Le circuit s'appelle Hermanos Rodriguez, évidemment, personne n'aura oublié Pedro et Ricardo Rodriguez, qui ont été deux pilotes formidables dans les années 60, tous les deux morts en course, d'ailleurs, Ricardo très très jeune. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire de voir un pays, j'ose dire, communier avec sa passion, ça fait du bien. Tout ce qu'on a perdu, et je le dis une nouvelle fois ici, eh bien eux, ils l'ont là-bas. C'est-à-dire que malheureusement, nous, on n'a pas de Grand Prix. Nous, je ne vois pas comment on en récupérerait un ou par quel miracle. Ce serait vraiment une alchimie incroyable. J'y crois, j'y croirai toujours, mais je commence à me désespérer. Et bien là, 23 ans après, le retour au Mexique sur un beau circuit, on va en parler, qui a été remouturé, mais qui était pas mal du tout, bah, ça fait du bien. Voilà, ça fait un bien immense. Oui, parce que pour bien préciser les choses, quelqu'un, peut-être de jeune, pourrait croire que le Mexique arrive en Formule 1. Non, pour toi, ça fait bien partie de ces pistes historiques, pratiquement. Totalement, Oui. et d'ailleurs les organisateurs et les spectateurs l'évoquaient. Il y a eu déjà deux époques complètes, une époque dans les années 60, une époque dans les années 80. Donc le dernier vainqueur, c'était Nigel Mansell en 1992. Il y a des noms magnifiques qui sont illustrés, Graham Hill, Dennis Hulme, Jackie Hicks, Gerhard Berger, enfin bon, Alain Prost, bien sûr, Ayrton Senna. oui. Voilà, et Alain Prost, sûrement, pour moi, ouais. son plus beau Grand Prix. Donc voilà, donc c'est une piste qui a de l'histoire, qui garde cette histoire. Elle a été, je l'ai dit, refaite, reformatée. Elle est plus déjà en termes de sécurité, elle est plus up-to-date, mais Hermann Tilke a fait du bon boulot. Là, vraiment, il ne faut pas cracher sur tout avec cette ligne droite extraordinaire. Alors, t'as vu les vitesses ? Plus de 360 km/h. Ouais, 366, je crois, le plus rapide. Donc, en plus, il y a peu d'air. On est à 2240 mètres d'altitude. Donc, évidemment, normalement, on a moins de puissance, mais on a beaucoup d'appui aéro parce qu'on braque les ailerons. Mais en fait, ça ne ralentit pas parce qu'il y a peu d'air. Et puis, voilà, on a les freins qui surchauffent. Enfin, il y a des problèmes spécifiques à cette altitude-là qui ont été bien résolus par l'ensemble des acteurs, des ingénieurs. On a même vu la Mercedes prendre feu au niveau des freins lors des premières séances d'essai libre pour Rosberg. Donc, il y avait un vrai souci à résoudre à ce niveau-là. Non, c'était magnifique. Ouais. Moi, vraiment, il y a vraiment très très peu à dire à quelques niveaux qu'on Le stadium, bon, on l'avait déjà vu, il faut être honnête, sur Motors TV quand on diffusait le Champ Car. Ils sont allés à Mexico, on savait qu'il y avait déjà ce stade de baseball un peu réhabilité ou réarrangé. Mais ça fait une impression extraordinaire. Et puis alors le podium, quand ils sont face à ce stade complet, là c'est incroyable. C'est vraiment génial. Là aussi, Nico Rosberg l'a dit, je crois que tous les pilotes étaient émus. Comme Rosberg a dit, on se prend pour une rockstar. La seule référence qu'on ait, c'est évidemment Monza. Monza avec l'envahissement de la piste, avec vraiment tout ce public. Quelle référence que Monza, qui est également un tracé historique, quand on pense que ce tracé historique est en danger lui aussi. Enfin, la Formule 1, si elle perd ses références comme ça, si elle perd son histoire, elle va finir par tout perdre, y compris ses fans partout ailleurs. Donc voilà, là, je crois qu'il faut préserver le retour de la Formule 1 au Mexique est un bonheur intégral. Voilà. Bon, voilà, c'est dit, on est tous d'accord. Alors, revenons maintenant sur le déroulement sportif de ce Grand Prix. Jean-Luc, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'était un petit peu une victoire annoncée de Nico Rosberg ? Quand même. Tu sors le poil à gratter. Bon, écoute, alors, on va positiver pour commencer, si tu veux bien. Effectivement, Nico Rosberg, frustré par la perte définitive du titre, frustré par la manière également avec le fait que Lewis Hamilton l'ait poussé à l'extérieur du premier virage, par l'erreur qu'il a commis lui-même, avait besoin d'une revanche. Comme par hasard, cette revanche, elle arrive. Alors, il fait le boulot, quand même. Ça commence comme ça. Pour ça que je voulais positiver. D'abord, il décroche la pole. Bon, tu vas me dire, c'est pas la première fois, et tu le rappelais en ouverture. Mais il décroche la pole et il reste devant. Alors, on se dit, il a fait une partie du boulot. Mais après, Hamilton ne le lâche jamais. Il y a même la neutralisation et le restart. Il reste devant. Alors, certes, Hamilton n'est jamais très loin. Entre 1 et 3 secondes. Il n'y a jamais plus de 3 secondes. Il n'y a jamais eu moins d'1 seconde. Donc, il n'était pas à portée de DRS, on va dire. Alors,
Alors effectivement, ça arrange tout le monde parce que c'est un nouveau doublé de Mercedes, parce que ça permet évidemment à Nico Rosberg de récupérer la deuxième place au championnat du monde et avec les malheurs de Vettel, 21 points d'avance, parce que c'est formidable, une avance de 245 points, je crois, au classement constructeur sur Ferrari. Bref, c'est la belle histoire. Aussi, voilà, tout le monde a sa part du gâteau. Voilà, et je rajouterai une petite louche dans ton sens, bien sûr. Au moment où la stratégie imposerait un deuxième arrêt, Lewis Hamilton ne veut pas s'arrêter, lui veut tenter le coup d'aller au bout avec le même train de pneumatique. On lui dit non, c'est un ordre, Lewis, tu vas t'arrêter. Bon, il s'arrête 2 tours après son équipier, ce que moi j'avais annoncé tout de suite. J'avais dit, vous allez voir, ils vont l'arrêter également. Bah oui. Bon, on les traite à parité, on veut pas qu'il y ait de... on calme le jeu. On va dire que Hamilton a dû mettre son sombrero par-dessus, si tu veux bien l'image, et on verra au Brésil. Voilà. Parce que tu as entendu, il y a quelques communications radio où il dit franchement, attendez, dites-moi pourquoi je dois m'arrêter, faites-moi un rapport sur l'état des pneus. Bon, on voit bien qu'il n'est pas convaincu. Et là, on est typiquement dans une stratégie d'équipe. Et pour aller dans ton sens, l'ultra-justification postérieure à la course avec Toto Wolff qui dit si, il y avait très peu de gomme, et puis Paddy Love, le patron technique, qui rajoute une couche. Bon, quand on en fait trop, c'est quand même qu'on avait vraiment besoin d'expliquer que, mais non, on voulait pas briser les ailes de Lewis s'il avait une autre idée en matière de stratégie. Bon, allez, on met son sombrero par-dessus. Il pouvait aller au bout, tout le monde s'y attendait. Enfin, quand il s'arrête, c'est une surprise de voir Rosberg qui s'arrête, donc on comprend qu'on assure le coup, mais que... On assure le coup, on est dominé. Écoute, on se met à la place de Mercedes maintenant. Voilà, je me fais l'avocat du diable, ou enfin plutôt de Mercedes, de la firme à l'étoile. On a ces 2 pilotes devant, dans un ordre qui convient bien à tout le monde, parce que ça permet à Rosberg de récupérer largement la deuxième place au championnat. On fait le doublé, on gagne, on assure la deuxième place, on assure le coup. On se dit, on va pas prendre de risque avec les pneumatiques, au risque d'en mettre un autour de la tête si jamais il y a un problème de surchauffe, parce que vraiment, il fait 12-14 degrés de plus que la veille. Donc on se méfie, on assure le coup, c'est un peu normal. Sincèrement, là, c'est un peu logique. Bon. En tout cas, voilà, un nouveau doublé Mercedes, très bien, rien à dire. Alors, on attendait tous un petit peu que Vettel soit un peu le poil à gratter pendant ce Grand Prix et pendant ce week-end. Là, c'est vrai que c'est pas souvent je pense qu'on dira ça, Jean-Luc, mais alors, Vettel, il a tout eu. J'aurais même pas tendance à dire que c'est forcément de sa faute, même si lui-même a dit si l'accident final c'est de ma faute. Bon, il l'a pris pour lui. Alors, c'est vrai qu'il lui est arrivé un nombre de malheurs assez incroyable. Incroyable, effectivement. Bon, alors jusqu'à cet accrochage au premier freinage, on se doutait bien qu'il allait se passer quelque chose. Apparemment, je crois que c'est Ricciardo qui vient lui mettre un petit coup. Bon, malheureusement, il crève instantanément. Donc, quand on se retrouve comme ça, alors on se dit, peut-être qu'avec ce qui va se passer après, la stratégie, finalement, il a changé de pneumatique. Eh ben non. Et puis après, effectivement, alors il y a un tête à queue après. Oui, il y a le tête à queue, le demi-tête à queue. Elle est frein quand même, parce qu'on rappelle que le système de freinage des Formule 1 cette année est extrêmement complexe. Les pilotes lèvent le pied beaucoup plus tôt pour recharger en électricité, puis après ils se mettent à freiner. Alors il y a toute une interaction qui ne dépend pas du pilote dans le système de freinage. Alors Vettel, avec son honnêteté habituelle, prend tout pour lui, y compris l'accident final. Bon, il attaquait comme un malade pour remonter dans les points. Il avait en vue peut-être la 6-7e position, c'était peut-être encore possible, et puis il sort. Bon, ça fait partie du jeu. Bon, donc le week-end a oublié. Je dirais Vettel, si tu veux, un mot, c'est un vrai pilote de course. Moi, c'est ça que j'aime bien chez lui. C'est un vrai pilote de course, pas de faux semblants, pas d'explication. Ok, c'est de ma faute, voilà. Ouais, c'est ça. Alors Ferrari qui boit le calice jusqu'à la lie, puisque donc il n'y avait déjà plus Raikkonen à ce moment-là. Lequel Raikkonen donc s'accroche avec Bottas, à moins que ce soit Bottas qui s'accroche avec Raikkonen. J'ai mon avis, mais enfin vas-y, j'attends le tien. Alors écoute, je sais bien qu'après on est scruté, analysé, voire jugé. Bon, et c'est le jeu, on l'accepte complètement. Écoute, pour moi, oui, c'est quand même faute à Raikkonen majoritairement. C'est un incident de course pour commencer, donc ça arrive à 75-25 si ça te va, et 75 pour Raikkonen, 25. Alors parce qu'après voilà, quand c'est comme ça, et puis ça fait la deuxième fois entre les deux Finlandais. Là, je pense que effectivement, heureusement, la voiture de Bottas n'a pas été abîmée, mais ça aurait pu. Donc voilà, Raikko, il est un peu au-dessus de ses pompes là, et malheureusement, ça fait mal au cœur. Encore une fois, on aime bien le bonhomme, on aime bien le personnage, on a du respect pour le champion du monde. Il y est plus vraiment. Voilà, je vais oser dire. Bon, tu me rassures parce que je pensais comme toi. À partir du moment où Bottas effectivement est parti dans sa manœuvre, qui est peut-être un peu limite, mais à partir du moment où il est parti, Raikkonen, soit il décide qu'il va jouer le jeu et il sera à l'arrivée du Grand Prix, soit il décide qu'il ne sera pas à l'arrivée du Grand Prix. Quelque part, il fait ce qu'il fait, et du coup, c'est lui qui se retrouve sur le carreau. Moi, je dis. Puis il est parti très loin, on le sait bien, parce que là aussi, il a pris, je ne sais même plus combien, ça devient tellement grotesque. Et lui aussi, il a pris 30 places. Le record, c'est Button, 70. Une nouvelle fois, je sais qu'on va en parler, mais le ridicule de cette réglementation. Mais grotesque, mais j'ai pas de mots assez forts. Mais c'est grotesque, c'est un truc enfantin, tu sais. On dirait que tu prendrais 70 places de pénalité. Oui, mais il n'y a que 20 voitures. Mais ça fait rien, tu prends 70 places. C'est ridicule. Bon, de toute façon, j'allais c'est te poser la question. Ce qui est symbolique du week-end difficile des McLaren. Alonso qui aussi abandonne dès la fin du premier tour. Bon.
Écoute, moi je Oui. dis que ça c'est pareil. On a avec le système des points, des jetons, mais tout ça est d'un compliqué. Personne n'y comprend plus rien, puis ça ne nous intéresse pas en plus. Le seul problème qu'on voit, c'est que le seul constructeur qui a réussi à maîtriser ce règlement, j'ai dit débile, allez c'est peut-être un peu fort, stupide, mal préparé, mal appliqué, trop vite mis en place, etc., c'est Mercedes. Tous les autres pleurent, Bah oui. à commencer par Ferrari. Ne parlons pas de Renault et Honda, excuse-moi, en matière de motoristes, voilà, c'est le meilleur exemple. Si Renault et Honda ne sont pas des motoristes exceptionnels, et toute l'histoire de la Formule 1 en atteste, ben voilà, ça veut dire que c'est le règlement qui est mal fichu. C'est pas de la faute à Renault et à Honda. Voilà, terminé. Bon, en parlant de moteur, alors il y a toujours ce suspense Red Bull. Il y a aussi le fait qu'on a appris qu'il y avait une proposition pour limiter le coût des moteurs. Bon, je vois Bon, que écoute, t'es alors pas- oui. on y va. Alors d'abord, effectivement, le problème, c'est que Red Bull risque de se retirer faute de moteur. Donc ça, c'est quand même relativement grave. C'est-à-dire que là, on ne peut pas obliger, parce que Mercedes, à juste titre, dit, nous, on a motorisé tout le monde. Ferrari, c'est pareil. Renault, je te dis pas où ils sont pour le moment. Donc, et puis Renault, on les a tellement honnis, on les a tellement bafoués du côté de Red Bull qu'ils n'ont pas évidemment envie de revenir. Ou alors, ça va être très cher, je peux te dire. Après tout, pourquoi pas? Tout le monde a un prix. Quant à Honda, le problème est réglé, puisque Ron Dennis, on l'a appris maintenant, avait le droit de veto, et qu'Éric Boulier, moi je le rappelle, l'avait déjà dit il y a de longues semaines en disant il n'en est pas question, on va déjà travailler pour nous, on va pas se remettre une autre équipe, donc le problème est réglé. Donc à l'heure actuelle, Red Bull n'a pas de motoriste, mais je pense que ça va s'arranger avec Renault, à mon avis, parce que encore une fois, c'est l'échange avec Bernie pour avoir l'équipe Renault qui va revenir une équipe historique, t'as compris? Enfin, c'est tellement cousu de fil blanc qu'à mon avis, ça va se résoudre comme ça va venir de haut lieu, on va dire à Renault, bon allez, soyez sympa, vous continuez à motoriser Red Bull, on oublie tout ce qui a été dit, on s'arrange, ils vont payer plus cher, et puis nous, on vous refile du fric parce qu'on vous fait partie, vous allez faire partie des équipes historiques. Voilà comment ça va s'arranger. Alors maintenant, essayez de caper le prix des moteurs. Là, je suis mort de rire parce qu'il vaut mieux. Ben oui, écoute, on demande aux constructeurs d'investir de manière incroyable, de faire des recherches, et depuis des années, puisque le règlement avait été annoncé avant. On investit lourdement chez Mercedes, par exemple. On fait un super boulot. On vend les moteurs 20 millions d'euros, ce qui est évidemment très cher. C'est à peu près 3 fois le prix que les écuries privées payaient avant. Mais il fallait anticiper ça, nom d'un chien. Quand on veut gouverner, eh bien, on anticipe, on réfléchit avant sur les conséquences. Eh bien là, non. Donc, maintenant, on dit au constructeur, il faudrait les vendre moins cher, vos moteurs. Bah attends, Ferrari a tout de suite dit, hop là, nous, on a un droit de veto depuis longtemps, on l'applique. Rappelle-moi qui présidait aux destinées de Ferrari il n'y a pas si longtemps? L'actuel président de la FIA. Exactement. Donc il peut comprendre la position de Ferrari. Je crois que c'est la moindre des choses. Quand il était patron de Ferrari et qu'il vendait ses moteurs, si on lui avait dit vous allez diviser le prix des moteurs par 2, qu'est-ce qu'il aurait dit? D'accord? Et puis Mercedes a dit, Toto Wolff a dit, écoutez, vous êtes gentil, nous, même à 20 millions d'euros, on a perdu de l'argent. On perd de l'argent. Chaque moteur et chaque écurie, on perd de l'argent. Donc c'est bon, on arrête. Donc je ne sais pas où on va, mais on y va. Bon, alors il y avait ça. Jean, toi, tu as quand même communiqué sur Michael Schumacher. Bon, écoute, il n'y a pas grand-chose à savoir. Non, il n'y a pas grand-chose de plus. Il se bat, oui, on s'en doute, Oui. évidemment, dans sa situation. Malheureusement, Michael Schumacher ne peut que se battre. Tout à fait. Bon, écoute, par rapport au classement, j'aurais juste tendance à dire que Pérez, qui ces derniers temps avait pris la mesure d'Hülkenberg, là c'est dommage, chez lui, il est battu. Hülkenberg a fini devant lui, là, dans la bataille interne Force India. Oui. Ils sont 7 et 8. Bon, enfin, il est à l'arrivée, je pense qu'il était quand même content. Écoute, oui, effectivement, je crois qu'on a inversé l'ordre des essais, Oui, justement. Écoute, oui, mais Pérez fait un beau Grand Prix quand même, et Oui. c'était important, là aussi, pour le public mexicain, que le héros local, parce que c'est vraiment une idole, rejoint, je le rappelle, par Esteban Gutiérrez l'année prochaine ça a été chez Haas. annoncé. Ça a été annoncé, ça a été confirmé, comme prévu au Mexique. Bon, écoute, c'est bien, et puis c'est vrai qu'Hülkenberg, il devait un petit peu ronger son frein aussi, là, bon. Non, j'aurais une dernière question, là, on redevient un peu extra sportif. Quand j'apprends que Force India deviendrait, justement, on en parlait, Aston Martin Racing. Oui. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu réagir. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Oui, d'abord Aston Martin, j'adore, c'est une très belle marque, magnifique, etc. Bon, après, par le jeu du regroupement des marques, des participations, effectivement. Après tout, Force India Sahara, comme l'a dit lui-même Sahara, puisque comme tu sais, il y a eu un apport important de financement de la part d'un autre milliardaire indien aux côtés de Vijay Mallya. Bon, Aston Martin Racing, ça a de la gueule, comme on dit. Aston Martin qui est présent évidemment en GT. Bon, je crois qu'il y a eu une année seulement en Formule 1, si mon souvenir est exact, mais je ne me rappelle pas de tout. Il me semble qu'une année, il y a eu Aston Martin en F1 il y a très longtemps, dans les années 50. Donc c'est quelque part un retour. C'est un accord commercial, évidemment. Vijay Mallya l'accueille de bon gré. Puis bon,
dont l'écurie, hein, redresse la tête. Ma foi, c'est pas mal du tout ce qu'ils font. Si ça peut aider, eh ben, c'est super. Bon, Voilà. allez, on va se quitter là. Peut-être un dernier mot parce qu'on en avait parlé la dernière fois et ça fait l'actualité mondiale en matière de sport mécanique. C'est l'affaire Rossi-Marquez. Donc on parle bien de MotoGP. Donc Jean-Luc, on sait que tu as été franco la dernière fois, mais c'est bien ce qu'on te demande et ce qu'on apprécie. Donc une semaine a passé. Il y a eu de nouveaux événements, notamment un appel auprès du tribunal arbitral du sport de la part de Rossi. Puis tout le monde y a été de son avis. Tu as pu t'entretenir avec des gens, des spécialistes. Bon, alors, est-ce qu'une semaine après, tu as un nouvel avis à nous communiquer? Et j'ai re-regardé les images au ralenti, etc. Bon, alors je sais, certains vont encore me dire de quoi il se mêle, c'est pas son boulot. Mais si, la moto, je connais ça aussi, j'espère à peu près aussi bien que la Formule 1, bon, etc. On va pas revenir là-dessus. J'ai commenté les Grands Prix moto longtemps pour différentes chaînes, pour Eurosport, pour la 5, etc. Bon, tu es légitime et nous t'écoutons. Et ça me passionne surtout, ça me passionne, Oui. j'adore ça, vraiment. Écoute, là, je confirme ce que j'ai dit, et d'ailleurs, l'ensemble du paddock, Hervé Poncharal me l'a confirmé, et l'ensemble des acteurs du MotoGP sont de cet avis. Rossi a pété un câble, a pété un plomb. Il n'aurait jamais dû déterrer la hache de guerre comme ça en conférence de presse le jeudi en accusant Marquez injustement. J'y reviens, parce que ce qu'il a dit, c'est stupide. Parce que dans la mesure où Marquez avait été piqué la victoire à Phillip Island, à Lorenzo, comment peut-on l'accuser de favoriser Lorenzo? Enfin, un enfant de 10 ans comprendrait, il lui a piqué 5 points. Donc c'est complètement crétin, quoi. Donc voilà, donc Rossi a cherché, pardonne-moi, la merde, et il l'a trouvé. Voilà, le résultat, c'est que Marquez était excédé. Marquez n'est pas un saint, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais Marquez, ils ont joué. Marquez a dit, ah, tu veux jouer à ce jeu-là? Bah attends, on va le jouer à deux, etc. Et puis Rossi a pété un plomb. Et est-ce que c'est ce que cherchait Marquez? Je ne pense pas à ce point-là, parce qu'il n'y a pas un pilote qui chute pour rien. Alors maintenant, pourquoi a-t-il chuté? Je sais, le pied sorti, pas sorti. Maintenant, Honda aurait la preuve que Rossi aurait touché le frein avant. Le frein avant, le levier de frein avant, c'est ce qui aurait fait chuter Marquez. Là, c'est encore plus grave, parce qu'effectivement, là, c'est extrêmement manichéen. Je ne vais même pas penser que Rossi l'a fait exprès, parce que je ne pense pas qu'un pilote de Grand Prix fasse chuter un autre pilote. En tout cas, il a voulu le pousser en dehors de la piste et le pénaliser lourdement. Eh ben, écoute, si Rossi était plus fort, je réitère ce que j'ai dit, ben, il serait parti devant, comme Lorenzo, s'il était vraiment à la hauteur. Alors maintenant, le tribunal arbitral du sport, comme tu dis, alors là, c'est dommage aussi. On a sorti le sport moto. D'ailleurs, le président Vito Ippolito a fait une déclaration dans ce sens. C'est le sport moto qui en souffre. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui, la preuve, on en parle dans un débriefing F1. Tout le monde en parle, mais c'est dommage. Moi, j'aime parler de la moto positivement. Que va donner le final à Valencia? Ben, on verra. Est-ce que la pénalité sera appliquée à Rossi? Mais moi, je te fous mon billet que, de toute manière, au début du deuxième tour, tu verras, il est 4 ou 5e. Voilà. Donc, la pénalité, elle est oubliée parce que tous les autres pilotes vont se coucher, laisser partir, à moins qu'il y ait une lutte Italie-Espagne. Et ça, ce serait dommage. Voilà. Bon, bah écoute, on va surveiller ça et puis on en parlera peut-être lors du prochain débriefing F1 qui sera consacré au Grand Prix du Brésil, une piste aussi qu'on aime bien. Allez, merci de votre attention. Merci Jean-Luc. À très vite sur motorstv.com. Salut. Salut à tous.